Lundi 24 novembre 2025, la librairie Ombre Blanche recevait Thierry Discepolo, fondateur des éditions Agone et auteur notamment de l'ouvrage La trahison des éditeurs, lors d'une rencontre autour de la parution du livre Débordé Bolloré, paru chez Burnout. Une contribution d'auteurs, imprimeurs, éditeurs, libraires qui tentent de formuler depuis leurs positions respectives des réponses à une question urgente: comment faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre? L'échange était mené par Christian Torel, ancien responsable de la librairie Ombre Blanche. Bonsoir, merci pour votre présence, merci Thierry de venir nous livrer un enseignement, on verra, après l'enseignement on aura peut-être un débat, mais dans un premier temps je voudrais d'abord dire que cette rencontre, nous l'avons souhaitée en commun à l'occasion de la publication de ce livre Débordé Bolloré, dont nous parlerons plutôt à la fin de l'entretien, et de cet entretien qui sera en deux parties. D'abord, vous allez vous entretenir tout seul en dialogue avec cette carte. Vous, l'astrophysicien de la galaxie de l'édition, et voilà, on va vous laisser rapidement commenter cette carte et peut-être ouvrir des pistes nouvelles. Nous verrons. On le saura quand on vous aura entendu. Mais tout d'abord, je voudrais dire quelques mots d'accueil et peut-être revenir sur les moments où nous avons croisé nos pratiques. Bon, voilà, donc nous n'allons pas refaire tout le chemin que nous avons parcouru ensemble, mais quand même deux, trois épisodes que je voulais citer. Alors, vous me rappeliez dans le bureau qu'on s'est rencontrés les premières fois ici pour le travail. Hein. C'était en termes d'échanges interprofessionnels ou voire commerciaux. Après tout, la librairie, c'est aussi du commerce, et l'édition, c'est de la production. Et puis, on a très vite entamé des dialogues parce que moi, j'avais un peu, je vous avais un peu devancé, si j'ose dire, puisque ça fait 50 ans que je travaille dans ces métiers. Et vous êtes bien plus jeune, on le voit d'ailleurs, vous êtes beaucoup plus en forme que moi. Et donc, depuis 35 ans bientôt, 30 ans, 30, allez, c'est déjà pas mal. Bon. Mais ça a commencé par la revue, elle est plus ancienne. 32 avec la revue. Voilà, et une première rencontre dans laquelle les débats fusaient, si j'ose dire, elle était d'ailleurs à cette initiative, elle était prévue pour cela, c'était en Luberon, où vous aviez accompagné André Chiffrine, avec qui vous aviez dialogué au sein de 3 jours de réflexion, où il y avait vraiment beaucoup de monde, des auteurs, des éditeurs, indépendants, on verra tout à l'heure ce que signifie le mot indépendant, et puis des libraires, et il y avait vraiment beaucoup de monde, près de Fort-Calquier, en différents endroits. C'était assez tonique, un peu désordonné, mais tonique. Voilà, donc ça a été un moment important parce qu'André Chiffrine, il a ouvert une porte derrière laquelle il y a un débat qui s'est engouffré. Et cette porte est celle de l'édition sans éditeur, et je pense que vous allez assez vite nous entretenir sur cette notion qui a maintenant au moins 25 ans. Et avec ce livre qui est un des tout premiers livres d'édition de la Fabrique, que Éric Hazan avait publié, nous avions ici reçu André Chiffrine à 2 reprises. La deuxième fois qu'on s'est vu, et c'est ce qui m'intéressait plus, parce qu'il y a un mot qui a été prononcé dans cette réunion où nous étions ensemble avec quelques libraires et quelques éditeurs européens. Il y avait quelques Italiens dans mon souvenir, il y avait des Espagnols et des Français. C'était à Barcelone, à l'initiative de la librairie La Centrale, où nous avions été conviés. On a passé 2 ou 3 jours ensemble, 2 jours, c'est ça, autour d'une grande table dans cette magnifique librairie La Centrale à Barcelone. Et bon, on va passer sur les mots qui ont été prononcés. D'ailleurs, je n'en ai plus trop de souvenirs. Mais il y en a un qui m'avait beaucoup marqué, parce que c'était la première fois que je l'entendais. Il était dit en espagnol, c'était le mot « écosystema ». C'était il y a au moins 20 ans. Et ce mot d'écosystème n'avait jamais été, à mon sens, prononcé, écrit, pour définir, essayer d'imager le secteur du livre et de l'édition à cette époque-là. Voilà. Et ce
Bon, alors, je vais faire un retour en arrière, puis je vais revenir à ce mot d'écosystème. Moi, je suis arrivé il y a 50 ans dans un écosystème dans lequel il y avait un grand nombre d'acteurs, beaucoup moins qu'aujourd'hui, mais ils étaient beaucoup plus de taille égale ou moyenne. Il y avait des grands, il y avait Hachette déjà, mais il y avait il y avait le groupe de la Cité, il y avait Havas qui allait très vite arriver. Pardon, Havas n'était pas encore là. Mais il y avait un grand nombre d'éditeurs qui étaient leurs propres diffuseurs, leurs propres distributeurs. Et puis j'ai vu l'évolution de cette concentration à partir du début des années 80. Et je pense que c'est le résultat de cette concentration dont vous allez en quelque sorte, nous dessiner le présent aujourd'hui. Quand on était ensemble à Barcelone, il me semble que ce mot d'écosystème avait une valeur, et d'ailleurs il m'est arrivé dans un article ou deux que j'ai pu écrire, ou plusieurs, pardon, d'écrire moi-même ce mot d'écosystème. Et aujourd'hui, il me semble que ce mot d'écosystème, il ne peut plus s'appliquer au secteur du livre et de l'édition, parce qu'il y a quelque chose qui est venu totalement bétonner ce à quoi le mot écosystème peut renvoyer, c'est-à-dire de la vie, de l'oxygène. Alors de la vie, il y en a, hein, mais elle est contrainte par des poids extrêmement durs, lourds. Alors, bon, pas tous, je sais qu'on n'est pas d'accord tout le temps sur notamment cette notion d'indépendance, on en parlera après. Voilà, mais peut-être déjà... commencer peut-être avec ce terme que ça avait semblé vous convenir, Thierry, et ben on va vous écouter. Merci beaucoup. Je suis très très agréablement surpris par cette introduction de Christian qui revient en fait à pas mal d'années de compagnonnage et qui fait partie des raisons pour lesquelles en fait je suis ici ce soir, d'accord ? C'est-à-dire que j'en suis peut-être maintenant une vingtaine d'interventions dans diverses librairies en France, en Belgique aussi, à Genève aussi, avec la carte derrière moi, là, comme VRP, là, avec mes valises, ma veste, voilà, donc comme un éditeur nomade, d'accord. Sauf que intervenir ici à côté de Toral, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? C'est-à-dire qu'en fait, les gentils libraires que j'ai croisés sur le chemin sont compétents, enfin très compétents, en général plutôt ouverts, sinon ils n'auraient pas invité un éditeur à venir parler de ces thèmes-là, d'accord ? Mais ça manquait de bouteilles. Voilà, ça manquait de bouteilles. Non, j'ai pas dit de ventre, de bouteilles. Au bon sens du terme. C'est-à-dire que la plupart des gens, des libraires qui étaient là, ou des intervenants qui étaient là, en fait, absorbaient presque le propos comme une sorte d'exposé auquel on ne pouvait rien dire. Donc aujourd'hui, pour moi, cet exposé m'expose. Voilà. Parce qu'en fait, je sais très bien que depuis donc une trentaine d'années que nous nous croisons, d'accord, en fait, nous ne sommes pas tout le temps d'accord. Ce qui est une formule en général très polie pour dire qu'on est plutôt souvent en désaccord, non pas sur ce qu'il faudrait, mais sur le diagnostic actuel et sur les raisons qui ont mené à cette situation actuelle. D'accord ? Des questions qui sont politiques, évidemment, mais pas en politique au sens évidemment partitaire du terme, mais au sens de qu'est-ce que ces métiers ont à voir avec les idées, avec les batailles d'idées, avec l'information. Avec un premier point qui est un point fondamental pour moi, qui est que le gros défaut de la manière de voir l'édition, c'est l'avoir exclu des médias. Et je vais commencer par là. D'accord ? C'est-à-dire la bataille que je mène depuis maintenant plus de 20 ans, puisque Christian, qui ne va pas passer les années, m'a demandé si ça faisait 5, 6 ans ou 7 peut-être que la première édition était parue. Non, c'est en 2011. Première édition de la trahison des éditeurs, qui est le premier modèle que j'ai exposé. Mais en fait, ça commence même avant. En fait, les premières rencontres sur ces questions avec Chiffrine, avec Eric Hazan, avec les premières réunions qu'on a faites en public, c'est 2004, en fait. Donc ça veut dire que ça fait maintenant plus de 20 ans qu'en fait je répète la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans ? Ce qu'a décrit Christian, ce qu'a suggéré Christian, c'est-à-dire le passage d'un écosystème vivant à un écosystème bétonné. Mais pas seulement. Il s'est passé une chose, c'est que l'évidence qui était pour moi une pente qui s'accélérait de plus en plus a produit un monstre, et ce monstre qui est devenu Bolloré à la tête d'Hachette a une vertu qui est une vertu curieuse, et c'est pour ça qu'on finira par là, c'est-à-dire c'est de l'avoir produit
un ouvrage qui est débordé Bolloré et qui a rendu visible toute la machine qui est là. J'ai presque envie de dire, donc je le dis même assez régulièrement, ce travail-là ne serait pas visible du tout aujourd'hui si Bolloré n'était pas ce qu'il est devenu. Avec donc ses qualités, ses défauts, c'est pas la peine de les signifier. Ses qualités, il faut le dire, il rend visible une chose qui était invisible. Alors, Christian a parlé d'écosystème à juste titre et j'avais complètement oublié d'y faire référence, mais dans une certaine mesure, c'est pas le modèle d'écosystème qu'il y a ici, comme vous voyez, c'est plutôt le ciel. Donc c'est plutôt les étoiles et les systèmes solaires qui a servi de référence, d'accord, mais c'est un système et c'est moins, on va dire, pertinent du point de vue du travail intellectuel qu'un écosystème, parce qu'un écosystème, c'est plus chatoyant, ça parle mieux, et puis c'est plus vivant que le ciel, d'accord, le ciel étoilé, mais c'est ça le modèle. Alors le modèle qui est en fait cette carte-là est la retraduction graphique du livre La trahison des éditeurs, donc je redis, sur lequel je travaille donc depuis maintenant 20 ans. Avec une double entrée. Vous avez une entrée chronologique, ça commence en 1826 jusqu'à nos jours, et vous avez un instantané de l'état actuel. D'accord ? L'état actuel, il est représenté de la manière suivante. Nous avons choisi de représenter au niveau 1, c'est-à-dire une étoile, comme vous voulez, ou une planète. Ça, c'est le niveau 1, ça, c'est le niveau 1, ça, c'est le niveau 1. Les marques qui sont aujourd'hui, qui sont aujourd'hui représentés par leur propriétaire. C'est-à-dire que le propriétaire d'Elcar, il n'est propriétaire que d'Elcar, une petite maison d'édition. Voilà. Le propriétaire de Bolloré, le propriétaire d'Hachette, c'est Bolloré, il est propriétaire de sa maison d'édition. Quand, à l'intérieur de ces groupes-là, vous avez des marques, ces marques disparaissent comme entité indépendante. L'indépendance, pour moi, c'est la propriété du capital. Voilà. C'est chronologique, pourquoi ? Parce que le premier, qui est le plus ancien, 1826, donc c'est Hachette, créé par Louis Hachette, premier du nom, 1826. Et puis vous avez des indépendants à peine après, Garnier-Flammarion, années 30, Hermann, années 70, 19e siècle évidemment, Talandier à la fin du siècle, 1911, vous avez Vrin, Marc de Philo, et puis voilà. Alors évidemment, la première chose qu'on voit quand on voit cette nébuleuse-là, c'est que elle est assez vide là-haut, elle est vraiment très pleine en bas. Pour une raison très simple, c'est que tous ceux qui ont été créés au fur et à mesure ont été rachetés. D'accord ? Ce qui ne veut pas dire que tous ceux qui ont été rachetés dans ces groupes-là étaient anciens. Non, non. Certains ont été rachetés très récemment. D'accord ? Et puis la création est à peu près permanente. Entre la première édition, il y a 6 mois de la carte, et la deuxième, il y a à peu près 15 jours maintenant, en fait, il y a 3 maisons d'édition qui sont nées. D'accord ? Et il y en a une qui est absente, en fait, parce que ce n'est pas une maison d'édition, qui s'appelle les Nouveaux Éditeurs. Voilà, donc quand ils auront produit, on verra ce que ça donne, mais c'est une sorte de groupe un peu bizarre. Voilà. Donc je redonne les dates. Donc 1826, Hachette, 1917, Belles Lettres, 1903, un peu avant, Albin Michel, 1911, Madrigal, qui est, pour ceux qui ne le savent pas, oui, mais ça s'appelle quand avec les mêmes lettres, comment ça s'appelle ? Un anagramme, merci, c'est pas possible. Un anagramme de Gallimard. Actes Sud 1878, Média Participation 85, qui est le dernier en fait, qui est 2004. Pourquoi le dernier ? Parce qu'en fait, le nom éditis n'apparaît qu'en 2004. Voilà, d'accord ? C'est ça le principe de cette carte-là. Cette carte, elle montre aussi, mais il faut rentrer un petit peu dans les détails, une caractéristique, c'est que du temps où on parle d'écosystème, ça fait déjà très 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 longtemps, évidemment, que les maisons d'édition sont rachetées par des maisons d'édition, par ce qui sera des groupes. Alors évidemment, le groupe Hachette a commencé à racheter ces maisons déjà au milieu du XIXe siècle. Ça s'est accéléré, mais il a acheté une maison par une maison. Et ça va durer jusqu'à à peu près autour de l'année 2000. Voilà. Et puis l'accélération, et qui ne cesse de progresser, on va dire, je la date de Jean-Marie Messier.
Jean-Marie Messier, j'imagine que tout le monde se souvient de ce nom. C'est-à-dire c'est un ingénieur qui est à la tête d'une chose qui n'a rien à voir avec l'édition, c'est-à-dire c'est un marchand d'eau, c'est un général des eaux. Il va très rapidement, en quelques années, transformer la Générale des Eaux en un immense consortium dans lequel il va y avoir, il va y avoir Havas, une cinquantaine de maisons d'édition déjà, et jusque Universal. C'est pour ça que ça s'appellera Vivendi Universal Publishing, parce qu'ils ont racheté toute une nébuleuse, d'accord ? Cette nébuleuse, en moins de 2 ans, va exploser, mais littéralement exploser. C'est-à-dire que cette personne qui représentait le succès des affaires françaises, en fait, s'est révélé être plus ou moins ce qu'on appelle un escroc. Le résultat immédiat, c'est la cession, on va rester dans l'édition, la cession d'un groupe de maisons d'édition qui va être immédiatement racheté par Hachette. Mais Hachette affronte les lois européennes qui obligent, pour les lois antitrust, à recracher une partie de ce qu'il a absorbé. Il ne va pas exactement tout recracher. Mais ce qu'il va recracher, ça va devenir le groupe Editis qui va être acheté par le baron Célien, à l'époque patron des patrons français, avec une société qui s'appelle Wendel, c'est-à-dire c'est un fonds d'investissement, qui va durer 4 ans. Au bout de 4 ans, ça va être acheté par Planeta avec une culbute non négligeable, c'est-à-dire beaucoup d'argent. Le baron Célien va faire beaucoup d'argent dans cette opération-là. Planeta va le garder quelques années et va le revendre à Bolloré. Voilà. On passe vite parce que ça, ce sont des mécaniques qui sont systématiques et rapides. L'accélération, elle se fait, pour moi, la deuxième accélération, elle se fait en 2012. En 2012, c'est le moment où Gallimard rachète Flammarion. Flammarion qui avait été racheté par les Italiens il y a quelques temps avant, d'accord, il le rachète aux Italiens. Mais quand Gallimard rachète Flammarion, il rachète une boîte qui est quasiment aussi, un groupe qui est quasiment aussi gros que lui. L'année suivante, Actes Sud rachète Paille au Rivage. Voilà. Donc c'est-à-dire on est au stade où des groupes rachètent des groupes. Il y a 2 ans, ou même un an, en fait, le groupe Humensis, qui avait été créé par un assureur, est racheté par Albin Michel, et le groupe bourgois est racheté par Gallimard. D'accord ? C'est cette accélération-là qui débouche sur cet écosystème bétonné, à mon sens. Le premier point sur lequel j'insiste, c'est que il faut décrire la réalité de cette carte et qui n'apparaît pas au premier coup d'œil. Quand on la voit, en vérité, on a vraiment l'impression d'une grande diversité. Vous voyez, il y a toutes les couleurs, il y a plein de couleurs, il y a plein de noms, plein de marques d'édition, plein de producteurs différents. La réalité, c'est que cette carte, c'est probablement, je n'ai pas fait le calcul exact, mais 1/3 du champ éditorial. En fait, vous n'avez là que la littérature générale. Il faudrait à côté qu'il y ait une carte, au moins une, peut-être 2, avec jeunesse, BD, beaux livres et livres pratiques. D'accord ? Alors c'est un travail énorme déjà constitué cette carte, je ne l'ai pas encore fait. Mais il faudrait imaginer qu'il y en a une autre à côté avec autant de petits points. Mais en fait, aucun gros. Il y aurait les mêmes grands groupes. Parce que chacun des grands groupes sont diversifiés dans toutes ces disciplines-là. D'accord ? Donc il faut imaginer que cette diversité extraordinaire qu'on voit là, en fait, c'est qu'1/3 de la réalité. D'accord ? Il y en a 3 fois plus. Des indépendants, pas des groupes. Les groupes, c'est les mêmes. Ces 10 groupes-là, il en manque un qui est Bayard Jeunesse, pour être honnête, et je ne veux pas me faire reprendre par ceux qui connaissent trop bien le métier pour ne pas avoir remarqué, mais pourquoi Bayard n'y est pas ? Bayard fait essentiellement presse et jeunesse, d'accord ? Donc il n'avait pas à être là au milieu de l'édition de la littérature générale. Mais c'est le seul groupe qui manque. Donc, alors, je dis, enfin peut-être pas, il faudrait rajouter peut-être les pratiques, il faudrait rajouter peut-être Elsevier qui fait vraiment du technique aussi, voilà. Mais ces 10 groupes-là produisent 90% du chiffre d'affaires de l'édition. Il faut vraiment avoir ce chiffre-là en tête. 90% de l'ensemble de ce qu'on appelle le marché du livre est produit par 10 groupes. Ces 10 groupes qui sont là. D'accord ? L'ensemble de toutes les autres marques que vous voyez là produisent 10%. C'est ça la description, quand Christian parle de bétonner, c'est ça. Ça veut dire que
toute cette nébuleuse-là d'indépendants, elle navigue au milieu d'un espace dans lequel il ne reste plus que 10% pour exister. D'accord ? Voilà. La question qui est la question de la concentration se double pour moi d'une question politique. Donc d'abord d'une question de nature de groupe. C'est les 4 grands groupes, les 4 grands plus grands, c'est-à-dire à la fois Editis, Média Participation, Madrigal et Hachette, qui sont les 4 plus gros, ont un rapport chacun de chiffre d'affaires qui est de 1 à 3 ou 1 à 4. Voilà. C'est-à-dire que lui, il est à 2,8 milliards maintenant. Les plus gros sont entre 600 et 800 millions de chiffre d'affaires. D'accord ? Mais en revanche, le rapport de chiffre d'affaires entre chacun de ces 10-là et les premiers éditeurs indépendants, il est de plusieurs centaines de millions à, en général, 5, 10, pour les plus gros, la plupart du temps, autour de 1, 2, 3 millions, voire en dessous. D'accord ? Donc, vous voyez le rapport. Le rapport, c'est de 1 à 600, 700, 800 entre quasiment chacun des points là et ces 3-là, et le rapport de 1 à 3 entre les 3 gros et le plus gros. D'accord ? Donc, dans le système tel que je le vois, ça veut dire qu'il y a 2 niveaux. Il y a vraiment 2 niveaux qui n'ont rien à voir. Qui se doublent d'une autre question, qui est une question importante, qui est ces 4 plus grands groupes sont aussi propriétaires des plus grandes structures de diffusion-distribution. Ce qui fait une différence majeure entre ces 4 acteurs et les autres. D'accord ? Je néglige pas, il y a des diffuseurs indépendants, il y a un petit diffuseur comme distributeur comme Belles Lettres, d'accord, mais les rapports de chiffre d'affaires n'ont absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'un groupe comme Madrigal, ce sont des centaines et des centaines de maisons d'édition qui sont diffusées et distribuées. D'accord ? Et distribuer seul, on dépasse le millier, en fait. Que distribuer. D'accord ? Diffuser, c'est des centaines. Pareil pour Hachette, bien sûr. L'autre différence qui est entre ces 4 gros et les autres, la deuxième, c'est que 2 de ces plus gros, notamment Hachette et Editis, sont des groupes multimédia. Gallimard ne possède de propriété que dans l'édition. Les autres ont évidemment, tout le monde sait que Bolloré est propriétaire de CNews et autres marques, d'accord, d'Europe 1, etc. C'est plus discret dans le cas d'Editis, mais au moins parlons de Franc-Tireur et de toute la nébuleuse de L. D'accord ? Les autres, non. Les autres ne sont pas... Alors, pas vraiment. C'est Média Participation, en fait, à une partie de la presse catholique. Voilà. Famille chrétienne, et puis un média qui s'appelle Cato. Ça fait une énorme différence, voilà. Ça, du point de vue structurel. Du point de vue politique, ensuite, la variation politique, je parle là d'ancrage dans le spectre politique, elle n'est pas très très différente. On a évidemment l'extrême droite catholique avec un projet civilisationnel que tout le monde connaît, d'accord. Mais quand on arrive à Média Participation, on s'éloigne. On a juste, je veux dire, catholique traditionnaliste, voilà. Donc, mais on va dire, on est moins à droite, mais on n'est pas allé très très loin. Quand on arrive chez Editis, on a quelqu'un qui a voilà, la vision politique française, au moins c'est Franc-Tireur qui la donne. On voit à peu près le spectre politique que ça constitue, d'accord ? Avec un projet qui est un projet civilisationnel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a l'air de manquer au moins d'humilité, d'accord ? Puisqu'il ne prétend rien de moins que constituer un groupe qui va s'appuyer sur ce qu'il appelle la culture européenne en vue de lutter contre l'émergence de la culture américaine, d'accord ? C'est-à-dire qu'il vise les GAFA comme concurrents, en toute humilité. Ça devient beaucoup plus intéressant, c'est ce qu'a comme effet, on va dire, sur la perception aujourd'hui de cette nébuleuse politique, la place que prend Hachette. Vous vous souvenez, j'imagine, que quand Zemmour sort son livre juste avant la campagne présidentielle, il est distribué par Bolloré, ce qui fait un scandale immédiat. D'accord ? Et on va même louer le patron d'Albin Michel d'avoir refusé ce livre. Sauf que cette réalité-là, elle en cache une autre qui, pour moi, est beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire que, où est-ce que Zemmour a publié les 5 livres qui ont précédé ? Ceux qui ont vraiment fait sa fortune, et qui ont fait sa notoriété. En fait, ils sont tous parus chez Albin Michel. Tous chez Albin Michel. C'est-à-dire que la distorsion que produit la place de Bolloré dans le champ éditorial fait qu'on a l'impression que tout
tout le monde à côté est vraiment, vraiment un bon camarade. D'accord ? Autre auteur qu'on met en avant, c'est on dit De Villiers, mais De Villiers, vous vous rendez compte, est promu par Bolloré. Mais la réalité de De Villiers, c'est que la plus grande partie de son œuvre est parue aussi chez Albin Michel. D'accord ? Voilà. On ne va pas rentrer dans les détails, ça serait assez fastidieux, et puis il faut laisser la place à des discussions, mais donnons un autre exemple, qui est celui qui, pour moi, pose le plus de problèmes. C'est-à-dire que, indéniablement, le groupe Madrigal est un groupe qui incarne presque de manière emblématique l'édition française et la littérature française. Toutefois, si on doit chercher où se trouve la plus grande partie du fond, qui est du fond fasciste, antisémite et collaborationniste, il est dans le fond Madrigal. Évidemment, tout le monde a Céline en tête, mais c'est pas que Céline, c'est l'ensemble du titre. Et jusqu'à Sylvain Tesson, qui a fini par sortir du bois il n'y a pas très très longtemps, d'accord ? Tout ça est chez Gallimard. Mais même y compris, et c'est ça qui m'intéresse, c'est pas juger ou déjuger le groupe. C'est imaginer que la même chose soit chez Bolloré. Moi, on en entend parler tous les jours. De la même manière, prenons notre cas. Il y a un auteur qui a pendant quelque temps défrayé la chronique, qui est Gabriel Maznev. Gabriel Maznev a été officiellement maintenant sous le coup d'une procédure pour pédophilie. D'accord ? Après le bouquin de Springora, Valérie Springora. D'accord ? Donc, il y a quelque temps, un article de Mediapart a illustré une situation qui, normalement, chez n'importe quel autre groupe, aurait dû faire scandale. C'est-à-dire que, en fait, Gabriel Maznev continue à avoir son rond de serviette dans les soirées chez Gallimard. Et Gallimard continue à le voir assez régulièrement pour les prendre des cafés. Imaginez Gabriel Maznev qui prend un café avec Bolloré. Je veux dire, mais vous entendez parler du matin au soir. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas de condamner Gallimard de faire ça. Il s'agit de montrer qu'il y a deux poids, deux mesures. Et il s'agit de montrer aussi qu'il y a plusieurs manières de ne pas être à droite, de ne pas servir autre chose qu'une sphère plutôt droitière. L'exemple typique, sans doute pour moi, c'est le dernier, c'est-à-dire c'est le groupe Actes Sud. Tout le monde se souvient que la première ministre de Macron, c'est la patronne d'Actes Sud. Donc ça veut dire que, du point de vue politique, le spectre de ces grands groupes, ça va de Macron à l'extrême droite. D'accord ? Avec un cas au milieu qui est le dernier que je vais aborder, qui est pour moi le plus emblématique de ce dont je parlais au début, c'est-à-dire la manière dont on a tendance à avoir aujourd'hui coupé complètement l'édition des médias. J'imagine que tout le monde se souvient de l'apparition de livre qui s'appelle La Meute. D'accord ? Vous vous souvenez aussi que pendant les quelques jours qui ont suivi l'apparition, il était impossible d'ouvrir un journal, d'ouvrir un magazine, d'allumer la radio sans entendre parler de ce bouquin. D'accord ? J'en suis donc à une vingtaine d'interventions en librairie. Et à chaque fois, je fais le même sketch, c'est-à-dire on a parlé d'affaires médiatiques, on a parlé de campagnes médiatiques, sauf qu'à aucun moment, les gens se sont souvenus que le matériau d'origine, ce n'est pas une enquête médiatique, c'est un livre qui est paru. Et donc, évidemment, j'ai posé une question, mais que les libraires ne répondent pas, ça n'était triché, c'est qui a édité ce livre ? Ce livre qui est un livre à charge de LFI, quoi qu'on pense de LFI, quoi qu'on pense de la qualité du livre, quoi qu'on pense de la qualité de l'enquête, du bien fondé, c'est pas ça du tout, je veux dire, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que c'est un livre qui a participé à une campagne médiatique sans laquelle elle n'aurait pas eu lieu et qui a eu un poids extrêmement important dans le jeu politique, et y compris le jeu électoral. En fait, personne ne m'a jamais répondu sur l'éditeur. Je n'ai jamais trouvé une seule personne depuis maintenant 6 mois que je circule pour me répondre. En général, la réponse qui est donnée, c'est Bolloré. Pas du tout. Oui, vous le savez, Christian. Non, personne ne le sait. Vous le savez. Je n'ai jamais rencontré un seul groupe qui va de 30 à 150 personnes avec une réponse qui est « c'est Flammarion ». Personne ne l'a remarqué. Personne. Flammarion. Voilà. C'est-à-dire le groupe Madrigal. D'accord ? Donc, c'est ce genre de point, on va dire, qu'à la fois le livre, la trahison des éditeurs et cette carte essaient de soulever, essaient de mettre à jour, essaient de montrer comment
il y a une sorte de structure invisible qui est la structuration de l'édition, la structuration objective, c'est-à-dire la structuration en termes de propriété du capital, en termes de poids politique, en termes de rôle politique qui est décrit dans cet ensemble-là. Je finis assez rapidement avec un point. Donc, en général, quand on est devant ce genre de situation, la question qu'on pose, c'est mais évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire. C'est énorme, ce sont des gens qui ont un poids économique énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, quand même, le poids économique d'Hachette est supérieur à celui des plateformes en ligne, des plateformes télé en ligne, supérieur au marché de la musique. C'est pas pour un petit peu comparer, d'accord. Dans la culture, dans le monde de la culture, le livre n'est pas du tout une petite partie négligeable. C'est une grosse partie, une partie importante, d'accord. Donc en travaillant depuis maintenant plusieurs mois avec divers acteurs, on a mis en évidence un certain nombre de caractéristiques. D'ailleurs, pour répondre à un point de plus, c'est un dernier point technique qui va me permettre de rebondir là-dessus. Il y a un petit groupe de libraires qui est réuni dans une association qui s'appelle l'Association pour l'écologie du livre. D'accord ? Donc, ça ne s'appelle pas pour l'écosystème du livre, mais ça pourrait s'appeler pour l'écosystème du livre. Mais, donc, c'est au sens strict d'écologie. C'est-à-dire, mais au sens où leur souci, c'est comment est-ce que l'édition, dans l'état qu'elle a atteint de surproduction, elle devient nuisible du point de vue écologique. Et ils sont structurés avec une opération qui s'appelle la trêve des nouveautés. Ils sont une vingtaine, une trentaine à avoir fait ça, déjà 2 fois. D'accord ? La trêve des nouveautés, c'est très simple, c'est une jolie formule pour dire qu'ils vont faire la grève des livres qui arrivent tous les mois, quoi. Voilà. Évidemment, comme ils s'occupent ils veulent lutter contre la surproduction, ils ne se sont pas adressés au catalogue des 10%. Ils se sont adressés évidemment au catalogue des 90%. Donc ils sont adressés au catalogue diffusé, distribué par ces 4 grosses machines, 4 plus grosses machines, les 90% du chiffre d'affaires. Il y a eu 3 effets intéressants. Premier effet, les libraires, et notamment des libraires plutôt de taille moyenne à petite, n'ont pas passé leur mois à ouvrir et fermer des cartons. En fait, ils n'ont pas reçu de nouveautés. Quasiment aucune. Donc, en fait, ils se sont occupés de leur librairie, ils se sont occupés de leurs clients, mais ils n'ont pas ouvert de cartons et pas fermé de cartons et pas renvoyé de livres. Ce qui, sur le type de métier qu'on fait, ce type de petit librairie, était déterminant, disent-ils. Deuxième effet, chiffre d'affaires. Évidemment, le nerf de la guerre. Aucun effet sur le chiffre d'affaires. Ces libraires ont eu exactement les mêmes ventes. Ils n'ont pas perdu 1 centime alors qu'ils n'avaient aucune des nouveautés produites par les grands groupes qui inondent le marché à 90%. D'accord ? Troisième effet, ils ont été convoqués au syndicat de la librairie française par un grand patron de groupe éditorial et ils se sont fait vraiment franchement engueuler. Et avec 2 menaces claires. La première, c'est interdit de livraison s'il continuait des nouveautés. Deuxième point, obligation chez tout nouveau libraire qui ouvre un compte dans les grands groupes de s'engager à ne pas faire la trêve de nouveautés. Et quel est le grand patron qui a menacé les éditeurs, les libraires ce jour-là? Tout le monde répond évidemment Bolloré. Non, c'est pas Bolloré. En fait, ça aurait pu être un des deux, c'est-à-dire les deux qui reprennent vraiment l'édition, c'est-à-dire Vincent Montel pour Média Participation et Antoine Gallimard pour Madrigal. En fait, c'est Antoine Gallimard qui est monté au créneau là-dessus. D'accord ? La chose qui est importante à dire, c'est que le point déterminant dans cette nébuleuse ou dans cet écosystème, c'est que c'est la taille qui compte. C'est la puissance économique, la taille atteinte pour chacun des acteurs importants. Voilà. Donc la réponse qu'on donne, la première elle est très simple, c'est essayons de constitutionnaliser un statut d'éditeur indépendant qui n'est pas du tout une proposition de gauchiste puisque le critère est déjà donné par le CNL. Un éditeur est indépendant quand il n'est propriétaire d'aucune autre maison et quand il n'est lui-même propriétaire d'aucune maison. D'accord ? Il faut qu'il possède personne et qu'il soit possédé par personne. D'accord ? Ça ne veut pas dire que le propriétaire de chacune des maisons doit être un éditeur. Il peut être la propriété d'un pharmacien, j'en sais rien. Mais en revanche, il n'est
pas propriétaire d'un autre groupe. Ça, c'est le principe. Deuxième critère, il faut une limitation du chiffre d'affaires. Le CNL donne un critère qui est 500 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est assez misérabiliste. Multiplions par 20. On obtient 10 millions. 10 millions de chiffre d'affaires, on n'a encore aucun des grands groupes, aucun groupe, rien. On est très, 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 très loin. D'accord ? Et ensuite, on va associer à ce statut un certain nombre de critères. Le premier, qui me semble un des plus importants, c'est que l'État prenne la mesure que les aides publiques qu'il attribue au monde de l'édition, quand elles sont attribuées à des grands groupes, a comme strict effet d'augmenter la concentration éditoriale, c'est-à-dire de continuer à bétonner l'écosystème. Donc que les aides publiques soient réservées au statut d'éditeur indépendant. Ensuite, on a un problème, il y a un petit problème technique, on a un problème qui est à la fois dérisoire et vraiment le nerf de la guerre, c'est une partie des ouvrages, on doit les envoyer. Pour les envoyer, c'est la poste. D'accord ? L'augmentation des tarifs postaux est telle que quand un éditeur met un livre dans une enveloppe, le prix du timbre est souvent supérieur à ses marges. D'accord ? Si jamais il envoie à l'étranger, c'est supérieur au prix du livre, pas à ses marges, au prix du livre. Okay ? Pour que ça commence à être non pas rentable, mais non déficitaire, il faut mettre plusieurs livres dans l'enveloppe. D'accord ? Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un statut, il faut qu'il y ait un tarif particulier pour le commerce du livre. Voilà, il faut que l'État s'engage. On me dirait, d'abord, c'est très banal. L'Allemagne le fait, par exemple. L'Allemagne, il y a des tarifs préférentiels pour le commerce du livre. Ce qui n'est pas, du point de vue de l'importance qu'a le livre dans la culture, quelque chose d'affreux. Voilà. Soit dit en passant, il y a quelque temps, il y avait un tarif d'exportation qui a été arrêté le 1er juillet. Voilà, tarif d'exportation du livre. Voilà. Deuxième point, si la surproduction est vraiment un problème, est-ce que la publicité est souhaitable ? J'imagine que certains d'entre vous se souviennent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, la publicité pour le livre était interdite. Donc revenir à cette chose élémentaire qui est la publicité, ça ne fait qu'accélérer la production. C'est une machine à produire dans la nuisance. Donc interdire la publicité pour le livre. Un critère très technique mais qui est assez intéressant, mais qui est à discuter. Voilà. Le jeu, la main mise que les grands groupes ont sur les libraires, c'est le jeu sur les remises. Aux libraires qui vendent beaucoup, des bonnes remises, aux libraires qui ne vendent pas, des mauvaises remises, voire des sanctions. D'accord ? Donc il faut, c'est comme ça qu'on le voit, il faut aboutir complètement la loi Lang. La loi Lang sur le prix du livre s'est arrêtée. Il faut y rajouter un certain nombre de critères. Et parmi ces critères, il y en a un, c'est interdire la variation des remises. Priver les groupes de cet outil-là. La surproduction, qui fait partie des problèmes majeurs. Évidemment, pourquoi pas une taxe à la surproduction ? Ces machines sont des machines à surproduire. C'est-à-dire, la rentrée littéraire, n'importe quel libraire vous le dira, c'est de plus en plus absurde. Comme si chaque année est plus absurde que la précédente. Et une partie de la production, les techniciens du livre le savent, en fait, elle est destinée à être pilonnée. Sur les 350 à 400 livres, notamment en littérature, qui arrivent à la rentrée, elles sont calculées dans les productions d'édition pour être pilonnées. La stratégie de la surproduction, c'est une stratégie essentielle de lutte pour prendre de l'espace dans la librairie. Ça n'est rien d'autre que ça. Donc il faut arrêter cette machine-là. Parce qu'évidemment, et ça sera ma dernière phrase, vous doutez bien que je ne suis pas là pour promouvoir la limitation des livres. Je suis là pour promouvoir la limitation des mauvais livres. Il n'y aura jamais assez de bons livres. Mais c'est très difficile de savoir qu'est-ce qu'est un bon et un mauvais livre. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a beaucoup trop. Et par définition, plus le nombre augmente, plus la chance qu'il y en ait des mauvais, malheureusement, augmente. Donc la réponse, c'est réduire la masse. Merci. Voilà. Vous écoutez Thierry Discepolo autour de l'ouvrage Déborder Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, édition Burnout, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche lundi 24 novembre 2025. Beaucoup de choses, je ne suis pas d'accord sur tout, et je voudrais peut-être dans un premier temps repréciser la question de la... Vous avez dit à un moment donné, Thierry, cette accélération ne cesse de progresser. Je ne vois pas comment elle pourrait progresser. Donc l'accélération, je pense qu'elle ne progressera pas.
Il n'y a plus d'accélération possible aujourd'hui. Christian, Attendez. Juste un petit point sur ce point. Juste un point. Juste. En fait, là, c'est une blague entre éditeurs indépendants maintenant. La question, c'est pas quand est-ce qu'Actes Sud va être acheté. C'est pas qui va acheter Actes Sud, c'est quand. C'est ça l'accélération. Non, il reste relativement peu de maisons de cette taille-là aujourd'hui à reprendre. Il y a Odile Jacob, il y a Actes Sud. Je pense que c'est pas, elle n'accélérera pas. Il y a quelque chose de posé aujourd'hui qui est malheureusement qui pose beaucoup de problèmes, dont certains que vous avez décrits, certains je suis d'accord, d'autres pas d'ailleurs. Mais sur la question prendre de l'espace, c'est vrai, on pourrait y venir, mais je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans mes idées et de les livrer publiquement. En tout cas, non, je ne crois pas qu'il y ait d'accélération possible aujourd'hui. Je voudrais dire aussi sur les processus de rachat. Cette concentration, vous n'avez pas précisé, Thierry, les raisons pour lesquelles cette concentration a commencé, les origines de cette concentration. Nous avions un nombre de maisons importantes, de taille moyenne. Ces maisons ont été reprises, parfois parce qu'il y avait des transmissions qui étaient difficiles, voire des transmissions impossibles. Souvent parce que ces maisons, dans les années 80, mais comme avant, hein, vous l'avez dit aussi, il y a plein de maisons qui, dans le haut de vos constellations, ont disparu. L'histoire de l'édition moderne, elle commence effectivement en même temps que Louis Hachette, au milieu du 19e siècle. Il y a plein de maisons qui se sont construites, qui sont édifiées et qui sont encore Collin, Masson, etc., qui ont commencé dans ces années-là. Et puis, bien d'autres. Albin, Grasset, Gallimard, c'est le début c'est les années 10. Bon. Il y a plein de maisons qui ont disparu, mais vraiment beaucoup. Par contre, il y en a beaucoup aussi qui n'ont pas disparu et qui ont été reprises dans le cadre de restructuration par des groupes, effectivement. Mais voilà, je voulais repréciser ça parce que parfois il n'y a pas eu d'autre possibilité de maintenir une activité et parfois un catalogue. Parce que le problème aujourd'hui, et on pourrait peut-être commencer à vous entendre là-dessus, le problème de cette concentration, c'est parfois elle a repris des productions, des maisons, des identités, des catalogues. Parfois, elle n'a repris que la marque. Et effectivement, chez Hachette, souvent, il y a des reprises de maisons qui ont été condamnées avec des noms de maisons ont été condamnés juste à devenir des marques du groupe. Pas toutes. C'est très divers, hein, franchement, en termes d'origine et de destin. Alors peut-être déjà vous entendre sur cette question du maintien des catalogues, parce que finalement, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. C'est dans ces grands groupes que vous avez cités, et notamment dans le groupe Hachette et dans le groupe Editis. Je mettrai à part parce que je parlerai de Madrigal et de Gallimard après. Il y a encore des éditeurs qui ne sont peut-être pas des éditeurs, vous direz qu'ils sont des directeurs de collection, mais ils continuent de fabriquer des catalogues, ils continuent de fabriquer des auteurs. Absolument. Alors, je vais essayer d'y répondre parce que c'est une question qui est difficile. D'abord, à l'inverse, c'est-à-dire que il n'y en a pas beaucoup qui continuent à perdurer depuis plus d'un siècle, mais il y en a quand même quelques-uns. C'est-à-dire que les Vrin, les Talandier, les Hermann, les Garnier-Flammarion, ou même Appel-Moancier, Pardon ? Classique Garnier. Les Cerfs, tout ça, ça a plus d'un siècle maintenant. Toutes ces maisons. On va parler d'une qui nous est chère à tous les deux, d'accord, qui est Corti. Corti, ça n'était pas facile. Ça fait 2 fois qu'il a réussi à transmettre, à continuer. Ça fait 2 fois. Ce que je veux dire, c'est que il y a des choix. La raison. Toute petite maison. Hein. Mais alors c'est formidable. Hein, oui, mais je sais que nous l'aimons tellement tous les deux que c'est pour ça que je donne cet exemple-là. Mais cet exemple-là est pour moi remarquable, d'accord ? Ça veut dire, bien sûr, c'est une petite maison, mais cette petite maison, à elle toute seule, elle fait une grande partie de la poésie française, une partie non négligeable importante. Vrin fait quasiment toute la philo. C'est-à-dire, en vérité, ce qu'on appelle collection de philo dans les grands groupes, c'est pas de la philo, c'est de la soupe la plupart du temps. Très franchement.
C'est de la soupe. BHL est un philosophe, d'accord. C'est pour dire à quel point, d'accord. Mais le monde de Sophie est un livre de philo. Non, c'est pas sérieux, quoi, d'accord. Ce n'est pas du tout sérieux, d'accord. Ça, c'est à l'inverse, d'accord. Alors, vous dites, il y a des catalogues qui sont, et vous avez raison, les plus grands massacreurs de catalogues, ça a toujours été Hachette, d'accord. Absorption, dissolution. Juste quand même, il y a eu toute une période de Claude Durand chez Fayard qui a été un moment exceptionnel de la production de livres d'histoire. Hein. On est d'accord. En fait, et effectivement, ensuite c'est un massacre. Oui, d'accord. En fait, il y a toujours c'est vrai qu'il y a on sort Claude Durand toujours. Il y a toujours Claude Durand et en général après c'est bétourné. D'accord, mais c'est vrai. Mais en fait, ça fait 1 ou 2 personnes des mécaniques qui sont longues. Mais prenons par exemple Payot. Qu'est-ce qui est devenu à Payot? J'imagine que les uns et les autres, surtout vous, Christian, vous vous souvenez de Payot, le fonds Payot. Que reste-t-il du fonds Payot racheté par Actes Sud? C'était un massacre. Enfin, tout le monde sait que c'était un massacre. Ah, nous divergeons là-dessus. Nous divergeons. Dernier point qui est un point important pour moi, c'est-à-dire que le métier éditeur n'a pas besoin de ces groupes, de ces structures de groupe. Le métier éditeur, c'est quelques personnes. Il n'y a besoin que de quelques personnes. Avec un point qui est un point pour moi fondamental, c'est que chaque fois que j'ai croisé des éditeurs qui sont des éditeurs de grands groupes, leur retour quand ils voient les livres qu'on fait, et je ne dis pas forcément qu'on fait chez Agone, que font le genre de maison d'édition à laquelle ressemble Agone, la plupart des éditeurs disent « Nous n'avons plus le temps de faire ça. Nous n'avons plus le temps de faire ça. Ça n'est plus possible. » Voilà. Nous sommes écrasés par la production, nous sommes écrasés par... Un éditeur de chez Hachette, que je ne nommerai pas, parce qu'il sera en procès avec son patron, faisait 40 livres par an tout seul. 40 livres par an tout seul, c'est-à-dire 1 livre par semaine. Ça veut dire qu'on fait 1 livre par semaine, on a le temps de regarder le sommaire, le début, et puis c'est fini, il part après. D'accord. La collection La Blanche, c'est 144 livres par an, plus de 10 livres par mois. D'accord. Ça n'est pas possible de travailler comme ça. Ça n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que dedans, il n'y a pas de très bonnes choses, évidemment. Il y en a même dans la bibliothèque que je continue à acheter, il n'y a pas de doute. Mais c'est la question de la masse et le rapport au métier. Quand on lit la presse et qu'on parle des éditeurs qui sont là, d'accord, une grande partie ne font pas de livres. Je vais vous donner 2 exemples. Un, c'est quand Bolloré a censuré le comique de France Inter. Non. Meurice, pardon, c'est ça. Guillaume Meurice, excusez-moi, j'entendais pas. Guillaume Meurice. Vous imaginez Bolloré s'occuper des centaines de bouquins qui sortent tous les mois pour vérifier lequel parle en bien ou en mal de ses amis. Ça ne passe pas comme ça. C'est un employé de Bolloré qui a pensé que un des livres qu'il allait publier, une des phrases qui se trouvent à l'intérieur, risquait de déplaire à son patron. C'est ça la réalité de la mécanique. C'est pas Bolloré. Bolloré n'a rien censuré. D'accord ? Deuxième point, le métier. Quand on a envie de voir les choses en grand, il faut voir les plus grands. Et parmi les plus grands en matière de caricature, je pense que effectivement Bernard Lévy se pose là, BHL se pose là. C'est BHL qui évidemment a prononcé, écrit et prononcé l'oraison funèbre de Jean-Luc Lagardère, qui était le patron qui a précédé Bolloré. Je dis qu'il a précédé parce qu'en fait entre les deux il y a son fils, mais ça ne compte pas. Son fils a passé les quelques années là essentiellement à détruire ce qu'avait construit le père, d'accord. Donc Jean-Luc Lagardère, grande figure de l'édition. Sa mort, c'est le tout Paris qui suit son cercueil. Ministre, patron, et c'est donc BHL qui donne l'oraison funèbre. Dans l'oraison funèbre, que je conseille de lire quand vous êtes un petit peu triste, parce que c'est un moment de grand guignol qui est tout à fait spectaculaire. D'ailleurs, je trouve remarquable, parce que j'ai regardé, que personne n'ait ri pendant, je ne sais même pas comment les gens ont réussi, quoi. Voilà. Alors qu'il fallait pleurer, ça prêtait à rire. Mais au milieu, il y a une phrase qui est intéressante. Jean-Luc, puisqu'il se tutoyait, Jean-Luc, cet homme extraordinaire qui a fait des avions, qui a fait des voitures, qui a fait des livres. Mais Jean-Luc, il a fait ni avion, ni voiture, ni livre. Jean-Luc, il a financé et organisé le travail de gens, qui ont organisé le travail de gens, qui ont organisé le travail de gens, qui à la fin ont fait des livres et fait des avions. D'accord ? Mais
Le rapport qu'on a, c'est que je ne me reconnais absolument rien avec la plupart de ces patrons au stade où ils sont aujourd'hui, quels qu'ils soient. Très bien, oui, c'est vrai que pour une bonne partie d'entre eux, ils ne font pas de livres, ils donnent à les faire, oui, c'est vrai, avec plus ou moins de talent. Je voudrais revenir sur ces processus de concentration, parce que là aussi, peut-être, ça vaut la peine de repréciser, dans les années 70, les grands processus les débuts des processus de concentration se font par la logistique et la technique. Voilà, il faut accélérer le mouvement, il faut savoir amener des livres de l'éditeur au libraire et au lecteur. Et de plus en plus, cette question des techniques, qui sera aussi résolue par l'informatisation progressive de nos sociétés, a été un enjeu décisif pour la constitution des groupes les plus malins, entre guillemets, les meilleurs entrepreneurs ont su à ce moment-là constituer les groupes les plus importants. Et en premier, c'est quand même effectivement Gallimard, non pas Antoine, mais son père qui a su le faire. Enfin, d'ailleurs, c'est même le grand-père qui était encore vivant, Gaston Gallimard, qui a créé la Sodis. Et voilà, je pense que c'est le début d'une aventure entrepreneuriale dont la question technique, la question logistique a été indispensable. La deuxième phase, dans les années 80, dans cette concentration, c'est une phase à la fois d'industrialisation et de financiarisation. La troisième décennie, c'est les années 90, elle est purement financière, avec des désastres comme vous avez cité le principal, celui de Jean-Marie Messier. Et puis finalement, à la fin des années 90, on va dire que l'ensemble est environ constitué. Ce qui vient modifier cet espace de ce monde du secteur du livre reconstitué à travers des grands groupes, c'est l'arrivée de Bolloré. Et ça, elle se fait à partir de 2018. Elle se fait donc pratiquement une vingtaine d'années après que l'ensemble ait été environ dessiné. Il faut quand même je voudrais juste préciser avant de dire ce qui est important dans l'histoire de Bolloré, c'est que quand même il y a eu deux fois une intervention de Bruxelles, et que, il se trouve que moi, les deux fois, je suis allé rapporter à Bruxelles, en 2003, puis en 2020, pardon. Et la première fois, quand même, finalement, l'action collective à Bruxelles de certains éditeurs, dont Gallimard, dont Odile Jacob, dont Le Seuil, mais aussi des libraires, a au moins empêché une concentration plus importante. Finalement, ça a été le seul mode de régulation. Voilà. En tout cas, cette régulation, elle opère ce que vous avez plus ou moins cité tout à l'heure, la vente au baron Seyer, 4 années de propriété, ça, on reste tranquille, mais au bout du compte, au bout de 4 ans, on double la mise, ça c'est vrai, tout ça est juste. Ce qui est important, peut-être, et je m'arrêterai là, à dire dans le fait que dans cette intrusion violente de Bolloré, parce qu'elle est violente, c'est d'abord, il constitue un empire médiatique, et à cet empire médiatique, il vient coller un empire, un grand espace éditorial, dont il modifie un des acteurs principaux, Fayard, dont il modifie l'orientation. C'est-à-dire qu'il se superpose un dernier facteur, après celui de l'industrie et de la finance, c'est celui de l'idéologie. Voilà, et on pourra peut-être commencer aussi à dire quelques mots de Déborder Bolloré, parce qu'effectivement, c'est probablement ça qui est le plus... et qui est non pas peut-être le plus inattendu. On pouvait imaginer que tout ça allait arriver de cette façon-là, mais d'une certaine façon, la surprise est grande. Tout à fait. Oui, j'ai rien à retirer. Je vais essayer de reformuler à ma manière ces prérequis. D'accord. Le premier point, sans doute, pour moi, qui est important, et c'est là-dessus, en fait, que je travaille donc, depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire c'est essayer de sensibiliser les gens au fait que cette espèce de drame final, peut-être pas final d'ailleurs, qui est Bolloré, est une des conséquences, non pas les plus prévisibles, mais les plus probables. Non pas prévisibles absolument, mais les plus probables
dans une des interventions il n'y a pas très longtemps, un étudiant en économie, c'est comme ça qu'il s'est présenté, a essayé de défendre l'idée qu'on pouvait compter peut-être sur des philanthropes, des milliardaires philanthropes, et que ça serait bien si... Pourquoi est-ce qu'un philanthrope ne finirait pas par acheter Hachette, d'accord ? Et pourquoi donc j'étais obligé de lui rappeler une sorte de réalité terrible, c'est que la manière dont Bolloré a constitué son empire avant de se mettre à acheter des médias, c'est pas exactement de l'ordre de la philanthropie. C'est-à-dire c'est vraiment le néocolonialisme le plus dur. Alors c'est-à-dire que les chances pour que un philanthrope, un amoureux de la culture, un amoureux du service public, un défenseur des valeurs d'égalité arrive à cet endroit-là, non, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce système, cet écosystème tel qu'il fonctionne, il était prêt à recevoir ce dernier écrin. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous avez raison de rappeler ces deux moments, 2003 et 2020 à Bruxelles, avec un point qu'il faut rajouter qui est pour moi déterminant pour qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Hachette, c'est pas la première fois en fait, on parle de 2003 avec un point Hachette, mais il y a un point avant, il y a celui de 1980. En fait, la famille Hachette est propriétaire d'Hachette jusqu'à la fin des années 70. Et au cours des années 70, il y a un petit dysfonctionnement qui est très discret, mais dont le travail d'un banquier d'affaires, c'est de le repérer. C'est qu'en fait, les valeurs des parts sont sous-cotées en bourse. Donc un banquier d'affaires va racheter petit à petit, on appelle ça au fil de l'eau, c'est-à-dire sans rien dire à personne, il achète une part, une autre. À la fin d'un certain rachat, il a une minorité suffisamment importante pour pouvoir peser dans le rachat d'Hachette. Et à ce moment-là, en fait, la décision, c'est pas lui qui peut la prendre. En fait, c'est le président de la République de l'époque, qui est Valéry Giscard d'Estaing, qui va décider à qui il va le vendre. Et c'est lui qui décide, parce qu'en fait, Hachette, c'était l'éditeur de la République, c'était l'éditeur du Royaume, ça a été l'éditeur de l'Empire. En fait, c'est une trop grosse machine pour qu'elle soit vendue à n'importe qui. D'accord ? Il va décider que ça va être Jean-Luc Lagardère. Quelques années plus tard, au moment où Jean-Luc Lagardère doit revendre une partie du lot qu'il a absorbé après la déconfiture de Jean-Marie Messier, qui deviendra Editis, c'est encore le président de la République qui décide à qui ça va être vendu. Et c'est pour ça que c'est vendu au baron Célien. C'est vendu à la suite, évidemment, de l'opération, mais dans les gens qui sont montés à Bruxelles, une grande partie aurait bien voulu avoir. Mais ce n'est pas eux qui décident. En fait, c'est pas eux qui décident. Ça, c'est un point important à noter. Ce sont des gros enjeux. Empire médiatique, Fayard, idéologie. Oui, bien sûr, il n'y a pas de doute, la brutalité de Bolloré est sidérante. C'est comme si ce patron n'avait intégré aucune des leçons que pourtant, à grands frais, les conseillers en patronat essayaient d'enseigner. C'est-à-dire comment est-ce qu'on est un bon patron, discret, comment être un philanthrope, on doit aimer l'art, on doit être... Non, il a tout l'inverse. Il fait tout l'inverse, d'accord ? C'est vrai. Et Fayard, effectivement, il a décidé qu'il allait prendre une marque. Il la prend et il la réduit, il la met à son service. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. L'avant-dernier bouquin, par exemple, qui est paru, c'est Ségolène Royal, qui est probablement une figure d'extrême droite. L'un des prochains, et c'est presque une sorte de caricature telle qu'on a envie d'en parler tous les jours, c'est un ouvrage qui va paraître en janvier de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier. Ça n'est pas une blague. Je sais. Quand on me l'a envoyé, j'étais certain que c'était un montage. Ça n'est pas un montage. C'est-à-dire que la mécanique, la mécanique idéologique se double de ce genre d'action-là. D'accord ? C'est ce genre d'action-là qui est doublé. Mais ce que je veux dire, c'est que une grande partie des groupes, sans la caricature, sont amenés à produire ce même genre de dysfonctionnement. Voilà. Il y a deux autrices d'un livre qui est paru chez Payot, qui ont travaillé sur la littérature mise à mal par le capitalisme, qui est assez intéressant, et qui essaie de montrer comment, aujourd'hui, elles ne sont pas arrivées jusqu'au bout de ça, parce qu'elles travaillent encore sur le sujet, comment aujourd'hui on a un problème, qui est un problème d'accompagnement de ce que Christian a parlé, c'est-à-dire que industrialisation, financiarisation, cette mécanique, elle concerne aussi la production des livres. J'imagine que certains d'entre vous savent peut-être que les ouvrages publiés par la célèbre collection Harlequin, qui est un vieux mécanique, ne sont pas écrits par les auteurs, en fait. Ce sont des livres qui sont écrits par des gens dont certains sont spécialistes du premier chapitre, d'autres du deuxième chapitre, d'autres du troisième chapitre. Donc en fait, il y a une idée qui est donnée et chaque auteur va faire son... D'accord ?
Donc ça, c'est vraiment la production industrielle. Cette production, il faut bien comprendre qu'elle, pas de manière aussi caricaturale, mais elle commence à être insufflée dans la production qui est vendue. Vous ne pouvez pas produire autant de romans qui sont jetables sans que vous ne prépariez pas, en vérité, le stade supérieur qui est évidemment l'intelligence artificielle. Mais il faut préparer tout le monde à ça. Donc, une des mécanismes de réparation, c'est cette espèce d'étrange manie de fabrication d'auteurs. Prenons par exemple une auteure comme Leila Slimani. Elle est le pur produit du travail Gallimard, sur mesure. Elle a fait des ateliers d'écriture. D'accord ? Gallimard, entre autres, fournit sur mesure des auteurs sur mesure. Évidemment, par ailleurs, si c'est plutôt une belle jeune femme, c'est mieux. D'accord ? Évidemment. Mais tout ça, sauf qu'il faut préparer le lecteur. Et le prochain stade, c'est ce sur quoi travaillent ces deux autrices, c'est effectivement que les lecteurs soient prêts à lire de la production d'intelligence artificielle. Comme ça, il n'y aura plus de gêne. Bon, on va peut-être laisser le public réagir. Je voudrais quand même recadrer un tout petit peu, si vous me le permettez, mais avant de donner la parole à la salle. Mais j'avais envie de dire, c'est que finalement, ce terme déborder Bolloré, ce terme de déborder pour déborder Bolloré, pourquoi pas, je ne suis pas totalement d'accord sur des méthodes qui sont décrites à l'intérieur du livre, mais ça me paraît un bon objectif. En tout cas, plus intéressant que déborder Gallimard. C'est ce que je voulais préciser. Parce que, finalement, et au bout du compte, ce serait bien aussi de déborder les GAFAM. Ça me paraîtrait bien plus exigeant aujourd'hui et responsable que, finalement, déborder. Ça, c'est mondial, déborder les GAFAM. Et par exemple, quand il est question d'industrie ou de logistique, les GAFAM, elles nous ont appris à accélérer. Depuis 20 ans, dans ce processus d'accélération dont vous parliez tout à l'heure, finalement, nous sommes tous individuellement pris dans un processus d'accélération dans lequel le champion de la gestion de la surproduction a été plus fort que tout le monde. Le champion de la gestion de la surproduction, c'est Amazon. Voilà. Donc, je dirais que peut-être les libraires, plutôt que de comme vous disiez, pardon, de faire la grève des nouveautés, excusez-moi. Voilà, la trêve des nouveautés. De faire la trêve des nouveautés, je pense qu'il faut apprendre à maîtriser les flux. En tout cas, en 50 ans ici, ça a été notre mission principale. Et alors c'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui, et je m'arrêterai là. Quand j'ai commencé dans ce métier, il y avait 250 000 titres disponibles et 18 000 nouveautés par an. Ça a été très compliqué pour nous pendant 15 ans, où on a appris à maîtriser des flux, mais de 18 000 nouveautés par an. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 1 million de titres disponibles et 75 000 nouveautés par an. C'est beaucoup plus complexe. Mais, et encore une fois, un nouveau point final, mais Thierry, les mauvais livres, il y en a toujours eu, même quand il n'y en avait que 18 000. Il y en avait vraiment beaucoup. Il y a une production dans ces 75 000 titres qui est une production formidable. Le problème, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'aller vers des mauvais livres. On ne peut pas les empêcher. Ce n'est pas à nous de leur dire c'est mauvais, prenez autre chose. On peut se débrouiller pour le leur indiquer. C'est ce que nous faisons tous les jours. Mais on ne peut pas les empêcher. Il y a des mauvais livres, il y a des mauvais films, il y a des mauvaises musiques, il y a des très mauvaises cuisines. Et les gens mangent essentiellement aujourd'hui de la mauvaise cuisine. Enfin, je veux dire, vous êtes sur une espèce de monde idéal, ça va être très compliqué. Bon, je m'arrête là parce que on va donner la parole à la salle. Juste un mot, et après c'est une phrase. Je suis tout à fait d'accord, il ne s'agit pas de déborder Gallimard, il s'agit de sauver Gallimard de la machine dans laquelle il a été pris. C'est ça surtout. C'est ça, c'est tout le travail qu'il a. Et il y en a, on ne peut pas les sauver. Il n'y a pas de doute. On ne peut rien faire pour Editis, on ne peut rien faire pour Hachette. Je doute qu'on puisse faire quelque chose pour la machine abominable qu'est Albin Michel, qui fait malgré tout des bons livres, il n'y a pas de doute. Mais il faut sauver. Et quand je dis que tous ces statuts, c'est la réduction de la production, c'est arrêter de les aider à accélérer. Je voudrais revenir sur la droitisation dans l'édition et la droitisation dans l'édition, elle est à double sens. Parce que probablement la société s'est droitisée, donc l'édition, elle a répondu par des propositions de droitisation et
Et évidemment, par effet, c'est un peu comme les petits bonhommes là qu'on faisait monter sur les ficelles. À un moment donné, ça décuple, cette droitisation, elle s'est décuplée dans le nombre et dans les termes et dans les propositions. Vous avez dit tout à l'heure, c'est les fonds fascistes. Il faut faire attention au mot fasciste parce que ça va sûrement vraiment nous déborder un peu, le fascisme, probablement. Mais encore, les fonds fascistes, je pense qu'il n'y en a pas. Il y a une maison qui est en train d'être occupée, on l'a dit, hein, c'est la maison Fayard, et puis il y a des maisons qui n'hésitent pas à toucher à des propositions d'une droite très dure, même plutôt d'une extrême droite. Les fonds fascistes, vous avez dit pour Gallimard des fonds fascistes. Non, il y avait des écrivains fascistes chez Gallimard. Il n'y avait pas de fonds fascistes. Parce que Gallimard touchait à beaucoup de choses et il n'y avait pas de fonds fascistes. Après, on sait comment ça s'est passé. Enfin, si on est curieux, on peut savoir comment ça s'est passé pendant l'occupation pour Gallimard et pour certains des auteurs de cette maison. Je vous rappelle quand même que Céline était chez De Noël et non pas chez Gallimard et que Robert De Noël a été flingué après la Libération. Les fonds fascistes, ils étaient dans des maisons qui ont pratiquement disparu. C'était Sorlo, c'était Nouvelle Édition Latine qui restait encore longtemps. Et puis après, il y a eu de l'extrême droite, ou de la droite extrême, notamment avec l'Algérie, dans des maisons comme, ça pouvait être en partie d'ailleurs, déjà un peu le catalogue Fayard, mais c'était le France Empire et quelques autres maisons qui étaient spécialisées dans les récits de soldats. Ou parfois, pour ce qui concerne les derniers temps de Sorlo, par des brûlots du type OAS. Mais voilà, des fonds fascistes, je crois qu'il y a, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y ait encore de fonds fascistes. Alors quand je disais fonds, c'était pour dire, c'est pour parler d'auteurs, évidemment, c'était pas au sens, voilà. Des fonds, ce sont des projets éditoriaux. Oui, non, on peut pas. Sur les termes, il faut être attentif. Bon, je parlais d'auteurs. Voilà. Je parlais des Morand, je parlais des Céline, je parlais des Rebatté, je parlais des Younger, je parlais de tout ça. Oui, ça c'est sûr que Morand, Morand, c'est terrible. Voilà. Mais il était à l'Académie française aussi. Alors attendez, parce que j'ai pris. Il y a pas d'intervention nouvelle dans le. Hein? Oh, je vous le remets. C'est facile. Alors, vous ne voyez pas, vous, mais il est là. Alors, Thierry, nous avions parlé de Déborder Bolloré. On a dit qu'on en parlerait en fin de. Est-ce que vous pouvez reparler de ce projet oui. éditorial et de sa réalité aujourd'hui, comment il a été constitué, comment il a été, et est-ce que vous êtes un des initiateurs de ce projet? Alors, non, pas initiateur. Je fais partie des gens qui ont accompagné, à qui on a commandé un article, tout simplement. Alors, c'est vraiment un objet très étrange, un objet totalement improbable, en fait, qui ne peut être que le produit de tous jeunes éditeurs. Je crois que la plupart des éditeurs qui ont travaillé dedans n'ont pas 30 ans. D'accord ? 30 ans de durée de vie, hein, d'accord ? Donc de temps d'édition, ça va des fois c'est 1 an, des fois c'est 2 ans, c'est rarement plus de 3-4 ans. D'accord ? Qui ont réussi à rassembler 128 maisons. Je ne sais pas, dans l'édition, quel projet rassemble 128 maisons ? C'est totalement improbable, d'accord ? Jeunes en général, marqués à gauche, marqués parfois très à gauche, d'accord ? Sur des thématiques qui sont des thématiques maintenant qui sont très très installées dans ce qu'on appelle les luttes contre les dominations minoritaires, d'accord ? C'est-à-dire beaucoup d'antifascistes, beaucoup d'antiracistes, beaucoup de féministes radicaux, d'accord ? Beaucoup dedans, voilà, c'est cette nébuleuse-là, et qui réagissent en fait à l'arrivée du fascisme à la tête d'un grand groupe. C'est ça leur réaction, d'accord ? C'est ça leur impulsion initiale, d'accord ? Et ce qui est assez fantastique, c'est que ils vont s'adresser très très vite, ils sont 128, vous imaginez, 128, vous décuplez le nombre de possibilités de ramasser beaucoup de choses, d'accord ? Et donc en fait, ils ne savent pas ce qu'ils ramassent, ils ne savent pas. Ils vont avoir énormément de textes, et puis il va falloir trier au milieu, et donc ils vont trier.
Mais la dynamique est là. La dynamique est là. C'est-à-dire qu'elle est faite de choses qui ne tiennent absolument pas ensemble. Jamais, on ne trouve jamais un regroupement de propositions comme celle qu'il y a dedans. Il y a des libraires, des éditeurs, essentiellement, d'accord, mais il y a aussi un entretien avec sous le monde de la terre, donc avec un groupe militant, dont on a presque envie de demander, dans la question, qu'est-ce qu'ils font là, quoi. C'est très étrange. Voilà, mais le fait est que le coup de tonnerre Bolloré est tellement important que le premier tirage de 10 000 exemplaires tiré en avril a été épuisé en septembre et ils viennent de retirer 5 000 exemplaires. Et je vous assure que ce genre d'ouvrage, pour en vendre autant aujourd'hui, évidemment, si, quand on a la publicité, quand on a les attachés de presse, quand on a toute la campagne qui va avec, il n'y a pas de doute, c'est facile. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Ça s'est vraiment vendu sur l'impulsion de militante, la réaction un peu affolée à ce qu'est Bolloré. Alors je vais peut-être me saisir de ce qui était posé comme question tout à l'heure sur le scolaire, parce qu'il y a dans cet ensemble assez disparate et dans lequel on trouve des solutions parfois presque aux confins du nihilisme, il y a quand même il y a quelques très beaux chapitres, dont un très intéressant de Tristan Garcia, l'écrivain, romancier et philosophe, qui est d'ailleurs d'origine toulousaine, sur le domaine du scolaire. Et bon, ça peut donner peut-être le ton, enfin en tout cas du moins dans ce chapitre du danger Bolloré. Et voilà, si vous me permettez, je vais lire une quinzaine de lignes, ça ne sera pas trop long, mais je trouve que c'est une très belle conclusion. Alors Tristan Garcia et un co-auteur écrivent « Ne surestimons pas le danger d'une main basse sur les manuels scolaires, mais ne sous-estimons pas ce que ça nous dit de l'état de l'école. » C'est peut-être un peu le sens de la question que vous posiez tout à l'heure. La percée conservatrice, réactionnaire, d'extrême droite dont Bolloré est l'un des emblèmes, pourrait être l'occasion pour nous de sortir d'une sorte de sommeil dans le camp de l'émancipation sur la question de l'éducation des enfants. Ce devrait être l'occasion pour toutes et tous de prendre la mesure de ce qui a été abîmé et affaibli dans l'éducation nationale, dont l'hypothétique menace de l'intervention d'un oligarque d'extrême droite n'est jamais qu'un symptôme parmi d'autres. Ce serait le moment de nous refabriquer de véritables manuels pratiques de pédagogie, car face à l'ombre portée d'un Vincent Bolloré jusque dans la formation et l'enseignement, il importe moins de défendre notre éducation telle qu'elle est que telle qu'elle pourrait être. Alors bon, il y a un message politique, on va dire un peu d'espoir, étant entendu que je reprendrai peut-être et je laisserai Thierry Réja là-dessus. Moi, je ne crois pas que Bolloré soit encore en mesure, comme vous disiez Thierry, de regarder le contenu de tous les livres que publie son groupe, mais comment se font effectivement aujourd'hui les grandes orientations de demain matin dans les contenus, notamment des manuels. C'est vrai que c'est une question importante, mais pour le moment, les instances de régulation, elles existent. Et surtout, c'est pas le monde de l'édition qui les traite. Le monde de l'édition est un prestataire de services de l'État. Et ça, c'est vraiment l'intégrer en ces termes-là. C'est le prestataire de services de l'État. Voilà. Et donc, plus l'État est à droite, plus les programmes vont être à droite. Comme dans 2 ans. Voilà, et comme dans 2 ans, il va falloir choisir. Voilà. Mais la réponse que j'ai vis-à-vis de ce genre de situation est toujours la même aussi. C'est-à-dire que je crois vraiment que dans les endroits dans lesquels je me trouve, et dans les endroits dans lesquels se trouvent les gens avec lesquels je me trouve en général, sont des endroits dans lesquels je ne suis pas complètement certain que la critique des dérives de droite soit nécessaire. Je pense que nous sommes à peu près au fait de ce qui ne va pas. D'accord ? Je crois vraiment ça. Donc, c'est pas ça qui m'intéresse de critiquer. Ce qui m'intéresse de critiquer, c'est plutôt les dysfonctionnements de notre côté. Ce qu'on a raté, ce qu'on ne sait plus faire. Quand, par exemple, j'édite un bouquin avec beaucoup de plaisir qui s'appelle « Pourquoi les pauvres votent à droite ?» qui est suivi d'un autre qui s'appelle « Pourquoi les riches votent à gauche ?» Ce diptyque-là est un diptyque qui, pour moi, fait partie de mon travail. C'est-à-dire que le premier montre que, alors c'est pas exactement les pauvres, c'est pourquoi, le vrai titre, ça serait, c'est pourquoi les classes moyennes
en danger de paupérisation, les employés et les ouvriers votent à droite. C'est un peu long comme titre. Voilà. Donc on a raccourci avec pourquoi les pauvres, d'accord ? Donc c'est qu'en fait, ils ont des bonnes raisons de le faire. Je fais partie des gens qui considèrent que l'électorat qui de plus en plus part à droite n'est pas un électorat ni raciste, ni fasciste, ni rien de tout ça. C'est un électorat qui ne sait plus comment il est représenté. C'est un monde social dans lequel il vit qui ne lui fait plus la place qu'il aimerait avoir. Voilà, ça c'est le genre de... Et le diptyque qui est pourquoi les riches votent à gauche, ils votent à gauche parce que en fait, c'est devenu les riches. Alors c'est pas les riches non plus, c'est pourquoi les classes moyennes et supérieures cultivées, voilà, et diplômées. Mais c'est trop long comme titre. Voilà. Donc encore une fois, parce qu'en fait, c'est eux qui sont choyés par les partis politiques qui, il n'y a pas si longtemps, s'occupaient correctement des classes populaires, mais ne s'en occupent plus. Voilà. Et le travail qu'on mène, c'est celui-là, en tant qu'éditeur. Et dans ce travail, ce travail-là, en fait, il est vraiment plus fondé sur cette espèce de vieille mythologie niaiseuse, on va dire, issue des Lumières. C'est comprendre participe de l'émancipation, expliquer participe de la conscientisation. C'est toute cette idée, cet ensemble niaiseux d'idéologie complètement ringarde, si vous voulez, qui est vraiment à l'origine de ce type de travail-là. Parce qu'on n'a pas d'autre outil. Le monde dans lequel on vit, les métiers qu'on porte, métiers de libraire, métiers d'éditeur, sont des métiers qui sont des métiers de conscientisation. C'est comme ça que je les vois. Nous faisons du commerce, d'accord ? Mais nous ne faisons pas du profit. Je me souviens, dans une intervention, il n'y a pas très très longtemps, quelqu'un était en train de dire, mais enfin, quand même, c'est vrai que vous vous rendez compte, en tant que libraire, je vends, et elle parlait de, je ne sais plus, elle battait sa coule parce qu'elle vendait une histoire de femme de ménage, qui se vend beaucoup, paraît-il. Voilà. Et donc je lui dis, mais je lui ai rappelé que deux choses. D'abord, l'ensemble des gens dont on parle là, il faut quand même le rappeler, il faut quand même je le regarde de près, c'est, si vous voulez, Vincent Bolloré est 14e fortune française, 307e fortune mondiale. Antoine Gallimard est 375e fortune française. Francis Ménard, patron d'Abbé Michel, est 477e fortune française. Kretinsky est 403e fortune mondiale. Donc, on ne joue pas dans la même catégorie, on est d'accord, on ne joue pas dans la même catégorie. Et le commerce de cette libraire, je lui dis, mais il n'y a aucun problème. Faites du commerce. Vendez et ne vous accusez pas de vendre ce genre de choses. C'est pas les machines qu'on critique là, ne sont pas des machines à faire du commerce, sont des machines à faire du profit. Sont des machines, à mon sens, à abîmer le commerce. C'est-à-dire que quand elles déversent en permanence des flots absurdes de production, elles nuisent à la fois à nos métiers et à la fois à cette activité saine qui est le commerce, qui est partie de l'échange. Et elles nuisent aussi, ça c'est un travail qu'il faudrait mener, au travail de conscientisation. C'est-à-dire que je considère que personne n'a besoin de moi pour comprendre à quel point Bolloré est nuisible. En revanche, je pense avoir 2-3 choses assez intéressantes à dire pour expliquer comment le déversement permanent d'un flot d'absurdité nourrit de manière beaucoup plus efficace la perte de repères politiques de l'électorat dont on se plaint aujourd'hui qu'il vote mal. Merci. Merci. Bon, merci à tous et bonne soirée. Il y a de la lecture, si vous voulez, de Débordé Bolloré, mais aussi de la trahison des éditeurs. Et la carte. Et la carte qui est, si ça vous dit, pour votre salle de bain. Parce que dans la salle de bain, on a le temps. Vous venez d'entendre Thierry Discepolo à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, lundi 24 novembre 2025, à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif Débordé Bolloré, faire face au libéralisme autoritaire dans le monde du livre, publié aux éditions Burnout. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio en partenariat avec Radio Plus et Radio Terre.